auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir. Bienvenue sur cette édition de 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Nous débutons cette édition avec le champion de la 45e édition du sabre national qui a été accueilli par la population de Niamey après sa victoire ce dimanche 29 décembre 2024 de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. Suivez ce reportage. La population de la ville de Niamey a réservé un accueil chaleureux à Abba Ibrahim, le nouveau roi de l'arène, champion du sabre national de l'enceinte de l'arène de lutte de Niamey, de l'après-midi du dimanche 29 décembre 2024. Ils étaient des milliers à manifester leur joie. En présence du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna et les autres administrateurs délégués des différentes communes, Abba Ibrahim a fait son entrée accompagné des autres lutteurs de la joie et l'harmonie. Après s'en est suivi des animations musicales des différents artistes comme Mintou Bawam Piele, Maman Sani Maïgouchi et d'autres. Le sabre a été présenté au public et au gouverneur de Niamey qui a ensuite exprimé sa satisfaction suite à la victoire de sa région. Le chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abraham Chani, président du CNSP, les membres du gouvernement, les membres du CNSP nous ont gratifiés des bienfaits de la 45e édition du sabre national Cocoa qui s'est tenue à Dosso. Dieu merci, la région de Niamey a remporté le sabre. Ce résultat est le fruit du travail de tout le monde, de toute la population. Et je vous demande de vous applaudir vous-même. L'objectif de cette 45e édition, c'était que les Nigériens puissent vivre en paix dans la communion des cœurs et des esprits, la cohésion sociale et la paix sociale. Dieu merci, cette édition s'est passée et l'objectif est atteint. Toutes les régions ont participé dans la communion des cœurs et des esprits. Ce sabre qui est aujourd'hui dans la région de Niamey est la récompense divine que Dieu nous apporte. Ce sabre est donc déjà derrière nous. La 46e édition aura lieu, plaise à Dieu, à Tawa. Il va falloir qu'on semble davantage de courage, d'abnégation pour consolider les acquis. C'est ainsi Niamey prend la relève après 6 victoires de la région de Dosso. Le prochain rendez-vous est pris en 2025 à Tawa où se tiendra la 46e édition de la lutte traditionnelle. Suite à la victoire de Abba Ibrahim, l'équipe de Tambara a tendu le micro aux résidents de la ville de Niamey pour recueillir leurs avis. Suivez plutôt. Wallahi, la lutte entre Isaac et beau. Abba, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a ouvert beaucoup de joie par rapport surtout à la victoire de Abba. Parce que pour lui, c'est pour la première fois. Si on me demande mon avis par rapport à ça,
si j'étais à la place de Isaka avec 6 victoires successives, j'aurais dû laisser pour garder mon titre en tant que champion, un très 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 grand champion des arènes. J'aurais dû laisser de ne pas participer pour perdre mon honneur. Mais pour la victoire de Abba, vraiment, ça m'a couvert beaucoup de joie. C'est pour la première fois qu'il vient d'avoir le sabre. Vraiment, je ne peux dire que vraiment que je suis très content de ça. Je le félicite. Que Dieu lui donne encore une deuxième victoire. La Boussani, ça regarde tout le monde. C'est la cohésion sociale. Ils n'auraient pas dû se montrer vraiment qu'ils ne sont pas contents. Le cas, c'est le Niger qui gagne effectivement. Gaskiya kan wallahi mun yi farin ciki sosai, kuma mun yi murna, kuma mun ji daɗi. Dan saboda ta zo gida takobi a gare mu, ko insha Allah. To kawai hakuri ya kamata su yi komi lokaci ne ai ko ha yayi lokacin shi kuma dai yanzu lokacin Abba ne so shidda. Ya kawo 1 2 har 6 kenan ko gaskiya kam yayi kokari ko bai kamata kuma da an samu so guda amsa gare su ba su nuna wani bakin ciki kin gani ko kowa ya samu ai wanga abuwan ya zan abun murna ne ko tunda duk guda ne kuma dai wasanni ne ko vraiment alhamdulillah bora kulma kani borfo mo amankani c'est donc c'est comme ça la lutte borfo dég perdre ça c'est clair et net. Oh oui. Et que Abba franchement il a mérité sa coupe, le sabre. Donc Boromo il n'a pas démérité. Donc c'est ça quoi. Hay kulkan nigete tant que Gourijeno wal balno wal hay kulkan no ding doit sur way wal sur waranka un jour il faut attendre à une défaite. C'est comme ça. Oui oui. Ayo do saison mais vraiment pour moi Abba a mérité le sabre. Isaka a perdu, il n'a pas démérité. Donc vraiment Borem Koinge la Kalga saburo Niger de wonno. Oui oui. Isaka beke doit sur hinza kada kicharga. Ne dit borfon makani, borfon ça n'inkin borfon makani. Donc c'est comme ça la vie quoi. Actualité internationale, ce mardi 31 décembre 2024 marque la fin de la transition en Guinée suite au renversement du président Alpha Condé en septembre 2021. Suivez ce reportage de Africa News. En Guinée, la transition militaire entamée le 5 septembre 2021 avec le renversement d'Alpha Condé devrait théoriquement prendre fin ce mardi 31 décembre, selon un accord conclu entre les militaires du CNRD au pouvoir et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet accord visait à établir un calendrier pour la fin de la transition et le retour à un gouvernement civil. Toutefois, 3 ans après la prise de pouvoir, aucun calendrier électoral n'est disponible. Face au silence des autorités, les forces vives politiques prennent la parole et exhortent le Comité national du Rassemblement pour le développement à respecter les engagements pris dès le début de la transition. Elles appellent à l'instauration d'un dialogue national en vue de la création d'un comité mixte chargé de l'organisation de toutes les élections à venir. Elles affirment qu'elles ne reconnaîtront plus le pouvoir au-delà du 31 décembre et organiseront des manifestations à partir du 6 janvier prochain. La sécurité commence à régner petit à petit sur toute l'étendue du territoire en 2024. Les autorités déploient tous leurs efforts afin de gagner la paix pour le bien-être de sa population. Midi soir pour le reportage. À Bamako, malgré l'effervescence des préparatifs de fête de fin d'année, on prend le temps de faire le bilan, notamment sur le plan sécuritaire, qui selon l'analyste des questions sécuritaires Paul Oula, est mitigé. Si par le passé, l'insécurité était quand même concentrée au niveau de la partie septentrionale et au centre du Mali, il faut reconnaître que l'insécurité s'est plus ou moins propagée sur toute l'étendue du territoire. Il est quand même plausible de reconnaître quand même que l'armée est en train quand même de battre en brèche les groupes armés. Elle est en train quand même de se mobiliser, ce qui veut dire que tout n'est pas bon,
tout n'est pas aussi rose. Pour Abdoulaye Kassogué, maire de Badiangara, région du centre, secouée par des attaques sporadiques, la confiance commence à revenir avec les efforts déployés par l'armée ces derniers mois. Il y a un moral d'apaisement qui commence à s'installer. Mais les gens sont toujours dans le doute et il faut travailler cela afin de faire venir les gens à la raison. La multiplication des partenariats et la décision de sortir de la CEDEAO sont à l'actif de la diplomatie malienne avec des effets contraires selon Dr Amadou Touré, enseignant à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Le partenariat pour le Mali en 2024, ça a été vraiment un succès parce que la diplomatie malienne a mis en avant les intérêts du Mali. Mais parallèlement à ces partenariats gagnant-gagnant, nous avons aussi des malaises, notamment avec nos frères de la CEDEAO. Nous avons des malaises avec les frères de l'Union africaine. Un bilan mitigé et des motifs de satisfaction. Des motifs de satisfaction qui doivent être consolidés selon analystes et élus locaux. 167 personnes mortes dans un crash d'avion en Corée du Sud. Ce drame s'est passé entre Bangkok et Muan, une ville au sud-ouest de la Corée du Sud. Selon les pompiers, il n'y a que 2 rescapés dans cet accident. Le reportage avec Parisien. Il est 9h03 ce dimanche matin. Cet avion lancé à 290 km/h tente d'atterrir avant de sortir de la piste et d'être englouti par les flammes. Au moins 167 personnes sont mortes dans le crash. L'avion transportait en tout 181 passagers entre Bangkok et Muan, une ville au sud-ouest de la Corée du Sud. Il y aurait 2 rescapés selon les pompiers. Les opérations de secours sont encore en cours. 700 personnes sont mobilisées sur les lieux du drame. Ce Boeing 737-8AS de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air aurait émis un message de détresse après une première tentative d'atterrissage. L'accident aurait été causé par une collision avec des oiseaux, combiné à des conditions météorologiques défavorables, selon Lee Jong-un, chef de la caserne des pompiers de Muan. Sur cette vidéo, on voit que de la fumée s'échappe des moteurs et que l'avion n'a pas pu déployer ses trains d'atterrissage. Les premiers éléments rapportés par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap faisaient état d'un dysfonctionnement du train d'atterrissage. La boîte noire de l'appareil a pu être récupérée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Nous sommes en contact avec la compagnie Jeju Air concernant le vol 2216 et nous nous tenons prêts à leur apporter notre soutien. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Le président sud-coréen par intérim Choi Sang-mok a présidé une réunion d'urgence du gouvernement avant de se rendre à Muan, où il a présenté ses condoléances aux proches des victimes. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire en Corée du Sud. Les voitures électriques chinoises, une marque à travers laquelle les Chinois veulent prendre le dessus du marché au détriment des marques européennes. TF1 pour le reportage. BYD, Xpeng, Eito, Forcing. Des voitures électriques toutes fabriquées en Chine. Elles seront taxées d'ici la fin de la semaine par de nouveaux droits de douane. Et les montants varient en fonction des constructeurs. Pour MG, ce sera 35,5%. Le prix de ce modèle électrique, par exemple, va passer de 24 990 € à 27 990, soit 3 000 € d'augmentation pour le client. On le voit depuis le début de l'année, la suppression du bonus écologique sur un certain nombre de modèles a vraiment mis un coup d'arrêt à l'électrique et c'est dommage dans le cadre de la transition vers le tout électrique en 2035. Surtaxer les voitures électriques chinoises. Est-ce efficace? Pas sûr. Cette marque a en effet trouvé une première parade. Importer 10 000 voitures électriques sur le sol européen avant que la taxe ne s'applique, pour maintenir les prix pendant au moins 3 mois. Deuxième parade, construire une usine en Europe d'ici 3 ans. Si vous produisez en Europe, vous n'aurez pas les taxes à l'importation et on pourra certainement aussi bénéficier des bonus écologiques s'ils existent encore, puisque ça change tous les ans. Dernière stratégie trouvée, se concentrer pour l'instant sur les modèles hybrides, pas concernés par les nouveaux droits de douane.
BYD est le numéro 1 mondial du secteur. La nouvelle taxe européenne sera pour eux de 17,7%. Pour la contourner, une nouvelle usine va ouvrir en Hongrie dans 2 ans. Une autre est prévue en Turquie, qui a des accords douaniers avec l'Union européenne. Les constructeurs chinois veulent conquérir coûte que coûte le marché européen, quitte à rogner sur leurs marges, pour rester 25% moins cher que leurs concurrents français. Ce n'est pas un gros problème pour nous, parce que le marché ici va continuer à grossir. Et notre challenge, c'est d'être présent et trouver des solutions en Europe. Les enjeux sont importants pour tous ces constructeurs, qui produisent actuellement trop de voitures électriques pour le marché asiatique. Des voitures performantes pour cet économiste, car leur technologie a 10 ans d'avance. L'Europe doit se défendre pour rattraper son retard. L'idée de ces droits de douane, c'est de gagner du temps pour laisser à l'industrie automobile européenne de pouvoir faire face à cette concurrence qui est très agressive, parce que rappelons-le, les constructeurs chinois ne jouent pas à armes égales puisqu'ils sont majoritairement subventionnés par l'État chinois. L'Europe se donne donc un peu d'air pour éviter de voir son marché submergé par ces voitures électriques chinoises. Mais pour combien de temps encore ? À présent, nous vous présentons la revue de presse du football. Excellente suite de programmes sur la télévision Tambara. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va en ce dernier jour de 2024. En tout cas, Anthony Lopez, lui, boucle son année en retrouvant un nouveau club, comme le relaye le Progrès. Fin de son aventure à l'OL après 12 années de bons et loyaux services. Il s'est engagé pour un contrat de 6 mois avec le FC Nantes, assorti d'années optionnelles. Un premier départ de joueur historique à Lyon qui pourrait en appeler un autre. Comme le révèle l'équipe, Corentin Tolisso est dans le viseur de Brighton. Bonne nouvelle pour les Lyonnais, c'est que le joueur ne se voit pas partir cet hiver. Le joueur est cependant flatté par cette approche et apprécie la Première Ligue, donc pourquoi pas le voir filer en Angleterre l'été prochain. L'OL en demande au moins 10 millions d'euros. Ça pourrait bouger aussi cet hiver au Paris Saint-Germain. Le Parisien explique que ce mercato sera conditionné par les départs ou non de Randal Kolo Muani et Milian Skriniar. Si l'un des deux ou les deux venaient à partir, cela ouvrirait des possibilités pour le club, à commencer par Dusan Vlahovic, selon le journal. Luis Campos s'était penché sur lui il y a 2 ans et pourrait réactiver cette piste. Le Serbe ne fait pas l'unanimité auprès de Mota et s'est vu être la victime de chants racistes. Suffisant pour bouger ou pas, cette option est en réflexion pour la direction parisienne. Allez, on file en Angleterre, là où il y avait des matchs hier. Évidemment, impossible de ne pas parler de la défaite 2-0 de Manchester United, à la maison en plus face à Newcastle. Le Daily Star parle de l'explosion d'Amorim. Le coach portugais a concédé sa 4e défaite de suite, la 6e en 9 matchs au total et collectionne les tristes records. United a subi 3 défaites consécutives en championnat à domicile pour la première fois depuis 1979. Et ils ont perdu 5 matchs de championnat ou plus en un seul mois pour la première fois depuis 1962. Le théâtre des cauchemars pour le Daily Mirror. Le Sun relaye les propos de Gary Neville. Cette équipe est la plus mauvaise de Première Ligue. On a vu Amorim dépasser, en témoigne son épisode avec Zirkzee, titulaire au départ mais sorti au bout de 30 minutes de jeu. Pas de serrage de main et une sortie tête baissée. Bref, pas une décision qui va arranger ses relations avec lui. C'est pas mieux pour Chelsea, défait aussi 2-0 contre Ipswich. Les Blues sont désormais à 10 points de Liverpool, premier avec un match de moins. A noter aussi le match nul de partout entre Brighton et Aston Villa. Avant de passer à la nouvelle année, le Mirror a décidé de faire un bilan sur les joueurs libres à l'issue de la saison et qui vont pouvoir dès demain déjà signer un premier pré-contrat dans un futur club. La tête d'affiche de ce cas, c'est Mohamed Salah, mais on retrouve aussi d'autres gros noms comme Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Kevin De Bruyne, Gundogan, Eriksen, Maguire, Partey, Jorginho ou Heung-min Son. Aucun doute que plusieurs écuries devraient se renseigner sur tous ces joueurs. Direction Barcelone, en pleine urgence pour le cas de Dani Olmo. Ce 31 décembre 2024 est décisif pour le futur de l'Espagnol en Catalogne. Hier, le tribunal de commerce de Barcelone a une nouvelle fois rejeté l'enregistrement de Dani Olmo. Il s'agissait de la dernière voie légale que le Barça pouvait utiliser. À présent, il ne reste plus qu'au Barça d'activer un nouveau levier économique pour réussir à le conserver. Il est question de la vente de loges VIP du futur Camp Nou à un fonds d'investissement du Moyen-Orient pour 100 à 120 millions d'euros sur les 20 prochaines années. Si ce recours n'est pas accepté, Olmo est en droit de rompre son contrat et rejoindre l'équipe de son choix. Le PSG, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea et le Bayern sont prêts à l'accueillir. Au Real Madrid, Vinicius Junior va toucher le gros lot. AS a fait des révélations sur des clauses secrètes présentes dans le contrat de la star brésilienne.
Engagé jusqu'en 2027, Vini dispose d'un contrat progressif depuis 2022 qui lui rapporte au total 75 millions d'euros sur 5 ans, soit 15 millions d'euros par saison. Sauf que suite à sa victoire au Trophée The Best, Vini va recevoir non pas 15, mais 20 millions d'euros pour ses 2 dernières années de contrat. Mieux encore, s'il remporte ou fait un top 3 au prochain Ballon d'Or ou The Best, son salaire devrait encore augmenter. On reste à Madrid, mais avec un focus sur l'Atlético, signé Marca. Le journal met en avant les ambitions du président des Colchoneros qui vise le titre. Et pour y parvenir, il va falloir du renfort, et cela commence par l'achat définitif de Clément Lenglet. Actuellement en prêt, ses performances ont convaincu le board de l'Atlético, qui souhaite l'acheter. Les premiers contacts ont été établis entre les représentants du joueur et les deux clubs, selon Sport. L'Atlético pourrait offrir entre 8 et 10 millions d'euros pour le défenseur français. Un autre international tricolore de l'Atlético fait parler, c'est Antoine Griezmann. Le journal AS parle de l'avenir de la star en fin de contrat en 2026. Une réunion est prévue en mars prochain. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Griezmann qui aura le dernier mot. Son club voudrait le conserver, c'est une évidence, mais vu les services rendus depuis de nombreuses années, Madrid ne l'empêchera pas de s'en aller s'il le décide. L'Atlético respectera toute décision que prendra Grisi. La MLS est la destination la plus probable, mais rien de définitif. On termine avec l'Italie et la Gazzetta qui relaye l'arrivée de Sergio Conceição au Milan AC à la place de Paulo Fonseca. Avec un contrat jusqu'en juin 2026, l'ex-coach de Porto va devoir relever un grand défi. Relancer le Milan, actuel 8ème de Serie A. Pas de quoi l'effrayer, lui qui est déterminé à réussir. Sinon à la Juve, ça s'emballe à l'approche du mercato. Thiago Motta, soucieux de renforcer le secteur défensif avec les nombreuses blessures, a jeté son dévolu sur Andreas Christensen. Le club turinois souhaite faire une offre de prêt. Christensen n'a toujours pas joué de la saison et se remet tout juste de sa longue blessure au tendon d'Achille gauche. Si le joueur assure que son club lui fait confiance et lui a demandé de rester, la donne pourrait changer vu les difficultés économiques. L'autre option s'appelle Antonio Silva. Ojogo détaille que la Juve a demandé un prêt de 5 millions d'euros avec une option d'achat de 30 millions. Première offre refusée par Benfica, mais le joueur, lui, veut quitter les Aigles. On pourrait assister à un gros bras de fer. Si la Juve veut se renforcer derrière, c'est parce qu'elle est certaine de perdre Danilo. Le Corriere annonce que l'histoire entre Danilo et la Juve est terminée. Le Brésilien veut signer à tout prix au Napoli et l'intérêt est réciproque. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.